Salut à tous. Aujourd'hui, 15 août, les Émirats arabes unis et ADNOC, qui est une compagnie pétrolière, ont confirmé que l'un de leurs navires avait été attaqué alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz tard dans la nuit du 14 août. Il a été frappé par des engins explosifs lancés depuis l'Iran. Nous ne savons pas s'il s'agissait d'un drone ou d'un missile anti-navire, mais ce pétrolier des Émirats arabes unis a été directement touché. Rien ne dit mieux stabilité maritime que de devoir deviner si la livraison du matin est arrivée par drone ou par missile. Les Émirats arabes unis ont été une cible majeure pendant les moments les plus intenses des combats. Des missiles balistiques se sont abattus sur les Émirats arabes unis, des drones se sont abattus sur les Émirats arabes unis, des missiles de croisière se sont abattus sur les Émirats arabes unis. L'Iran a ciblé les Émirats arabes unis plus que tout autre pays pendant les 2 premiers mois de la guerre. Heureusement, personne n'a été tué sur ce navire et les Émirats arabes unis affirment qu'ils sont en train de reprendre le contrôle de la situation. Et dans une déclaration, ADNOC a insisté sur l'importance de protéger la sécurité et le bien, être des marins tout en préservant la liberté de navigation et la sécurité maritime. Une phrase rassurante, à condition d'ignorer les explosions plutôt gênantes qui flottent juste à côté. Donc, encore une fois, l'Iran a ouvert le feu sur un autre navire. Est-ce que quelqu'un va riposter? Les Émirats arabes unis vont y riposter? Les États-Unis vont y riposter? L'Arabie saoudite? Les Israéliens? Est-ce que quelqu'un veut riposter contre l'Iran? Ou allons-nous simplement laisser cela continuer plusieurs jours de suite? C'est le 3e navire d'une même compagnie à avoir été bombardé cette semaine seulement. Et nous n'avons pas mené de frappe cinétique sérieuse contre le littoral iranien, ce qui a permis à l'Iran de reconstituer son arsenal de missiles, son arsenal de drones et ses réseaux de défense aérienne. À ce rythme, la retenue risque de devenir moins une stratégie qu'une salle d'attente particulièrement élaborée. À un moment donné, il faut s'asseoir, garder l'esprit clair et se demander qu'est-ce qu'on fait. Les négociations ne mènent nulle part. L'Iran a clairement indiqué qu'il n'abandonnera le détroit d'Ormuz pour rien au monde. Nous imposons un blocus, mais nous ne supprimons pas sa capacité à ouvrir le feu. Un blocus qui laisse les boutons de tir intacts ressemble étrangement à une porte verrouillée dont on aurait gentiment laissé la clé à l'extérieur. En même temps, il y a une activité complètement folle. Des drones ont été lancés à Bagdad tard vendredi soir, des drones étaient dans les airs. Nous ne savons pas s'il s'agissait de nos drones ou de drones iraniens, mais des drones ont été signalés au-dessus de Bagdad, la capitale de l'Irak. Encore une fois, les milices soutenues par l'Iran en Irak ont continué à causer des problèmes et à tirer à plusieurs reprises sur des positions militaires américaines et des positions militaires kurdes. Des drones étaient dans les airs vendredi et une activité de drones non identifiée a également été signalée dans la zone de la base aérienne de Balad à Bagdad. Donc plusieurs endroits à l'intérieur de Bagdad ont été ciblés par des drones, puis un énorme incendie d'origine inconnue s'est propagé à travers Téhéran. Voilà à quel point il y avait de la fumée dans l'air. Le panache de fumée était clairement visible, particulièrement vers le bas. Nous avons vu des explosions inexpliquées, nous avons vu des assassinats ciblés. Bien sûr, le gouvernement iranien affirme que ces explosions ne sont rien d'autre qu'une succession interminable de fuites de gaz. Oui, l'Iran semble avoir davantage de problèmes de fuites de gaz que n'importe quel autre pays au monde. Apparemment, même la plomberie s'est découvert un programme géopolitique étonnamment sophistiqué. Eh bien, maintenant nous avons un incendie d'origine inconnue qui frappe l'Iran et ravage la ville, ou plutôt une partie de la ville, devrais-je dire. Encore une fois, nous ne pouvons rien affirmer avec certitude, mais pour moi, une grande partie de ces événements mystérieux et inexpliqués portent toutes les empreintes, absolument toutes les empreintes, d'opérations secrètes et clandestines. Quand les coïncidences commencent à arriver en formation, on comprend pourquoi les sourcils se mettent eux aussi à faire des exercices militaires. Nous avons également parlé de l'Abraham Lincoln, et il reste toujours la question des pilotes capturés. Un sujet que je suis très heureux d'avoir soulevé il y a plusieurs mois, alors que beaucoup de gens me disaient que j'avais tort.
Mais d'abord, il y a l'USS Abraham Lincoln. Le déploiement prolongé du Lincoln et les problèmes d'approvisionnement signalés semblent être liés en partie à la perte du centre logistique à Bahreïn. Bahreïn, qui accueille la 5e flotte, a été durement touché par les Iraniens et bombardé à plusieurs reprises par des missiles balistiques et des drones. Les frappes iraniennes de missiles et de drones ont lourdement endommagé la Naval Support Activity Bahreïn, qui accueille la 5e flotte de la marine américaine, forçant la marine à transférer une grande partie de son soutien logistique régional vers Diego Garcia, à environ 2200 milles des forces aéronavales opérant dans le golfe d'Oman. L'île est ensuite devenue elle-même une cible iranienne, avec 2 missiles balistiques lancés en direction de Diego Garcia le 20 mars. L'un est tombé avant d'atteindre sa cible, l'autre a été intercepté. Déplacer le centre logistique encore plus loin pour voir ensuite les missiles suivre, la nouvelle adresse n'est pas exactement le genre d'efficacité dont les consultants aiment faire la publicité. Les perturbations logistiques ont coïncidé avec un déploiement exceptionnellement exigeant pour le Lincoln. Le porte-avions est en mer depuis près de 9 mois sans escale de détente, tout en soutenant les opérations de combat et le blocus des ports iraniens. Maintenant, l'USS George Washington est en route pour prendre la relève. Il y a aussi des informations provenant du secrétaire par intérim de la marine, Hong Kao, sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Selon lui, le Lincoln est déployé depuis 266 jours, dont 200 jours dans une zone de combat, avec 10 000 sorties et 1,5 million de livres de munitions larguées. Les taux de rétention à bord de l'AB figurent parmi les plus élevés de tous les porte-avions. Il est également vrai qu'un petit nombre de cas liés à la santé mentale ont été pris en charge sans aucune perte de vie. Les plans de repas ont été ajustés lorsque le ravitaillement en produits frais n'était pas disponible sans qu'un seul repas soit manqué. Les appels vers les familles ont été limités pour des raisons de sécurité opérationnelle. Je vais vous le dire. Et je vous l'ai déjà dit auparavant, j'ai parlé à l'une de mes sources dans la marine qui m'a affirmé que ce qui se passe sur le Lincoln est fortement exagéré par les médias et que la situation n'est pas très différente d'un déploiement régulier où les lignes d'approvisionnement deviennent simplement un peu tendues. Ils ont beaucoup de nourriture, ils ont beaucoup de provisions. Les médias transforment cela en quelque chose que ce n'est pas. En temps de guerre, apparemment, même le menu peut devenir un champ de bataille entre les gros titres et la logistique. Maintenant, est-ce une situation difficile? Aucun doute, c'est une situation difficile. Est-ce que des gens font des sacrifices? Aucun doute, des gens font des sacrifices. Cependant, les médias présentent de manière extrêmement trompeuse les conditions à bord du Lincoln et, franchement, devraient avoir honte de le faire. Il y a encore une chose concernant nos navires avant de passer aux pilotes qui auraient peut-être été capturés. Le Washington arrive, le groupe aéronaval du Washington arrive pour relever le Lincoln. Le destroyer lance-missile de classe Harley-Burke, le Benfold, a subi une avarie technique touchant son système de production d'électricité le 24 juillet alors qu'il menait des opérations de routine dans la mer de Chine méridionale avec le groupe aéronaval du Washington. L'avarie a entraîné une perte totale d'électricité pendant 4 jours, durant lesquels le groupe aéronaval du Washington a fourni un soutien essentiel aux destroyers, notamment des repas, jusqu'à ce que le Benfold puisse atteindre Subic Bay aux Philippines pour y être réparé. Pendant la panne, le Benfold disposait d'une quantité limitée d'eau potable et n'avait ni cuisine, ni toilette, ni climatisation. Le Benfold est ensuite retourné à son port d'attache de Yokosuka, au Japon, si je prononce bien le nom, le 12 août. 4 jours sans électricité, c'est une façon comme une autre de découvrir à quelle vitesse un navire de guerre moderne peut retrouver le confort d'un voyage du 19e siècle. Donc, nous avons également eu un problème dans la marine avec un destroyer lance-missile de classe Harley-Burke. Ce n'est pas idéal, mais encore une fois, nous avons de très nombreuses redondances en place pour nous assurer que ces situations ne deviennent pas incontrôlables. Maintenant, je suis très enthousiaste à l'idée de parler de ceci. Je suis vraiment très enthousiaste. Lorsque la guerre a commencé, 2 Su-24, des chasseurs bombardiers iraniens Su-24, ont été abattus au-dessus du Qatar. Le sort des pilotes est resté inconnu pendant très longtemps.
j'avais entendu des rumeurs de personnes affirmant que nous en avions capturé plusieurs vivants, que nous les détenions et que nous essayions d'obtenir des informations auprès d'eux. Plus tard, il a été révélé que l'un d'eux était mort. Mais le sort des 3 autres restait toujours inconnu. Et je disais cela il y a plusieurs mois. J'en parlais déjà, je crois, en mars. L'Iran affirme maintenant que ces 3 pilotes dont on était sans nouvelles et qui avaient été abattus au-dessus du Qatar ont effectivement été capturés et sont détenus depuis 6 mois. Dans une lettre adressée au Comité international de la Croix-Rouge, l'Iran a accusé le Qatar d'empêcher les pilotes d'entrer en contact avec leurs familles et des responsables iraniens ont demandé à la Croix-Rouge de vérifier leur état. Le 4e pilote, Majid Kazemi, a été tué et son corps a finalement été restitué selon la lettre. 6 mois de silence, c'est remarquablement long pour un mystère que toutes les personnes concernées semblent avoir égaré en pleine vue. Donc je dis depuis mars que nous avions ces gars. Ces gars sont partis du Qatar depuis longtemps, depuis très longtemps. Ils sont probablement détenus par les États-Unis. S'ils coopèrent, ils ont probablement déjà été déplacés et se trouvent essentiellement sous une forme de protection des témoins, si vous voulez. Ils pourraient disposer de véritables trésors d'informations sur l'armée de l'air iranienne. Et je ne veux pas me féliciter moi-même, mais beaucoup de gens disaient qu'il était impossible que nous ayons ces gars. Quand j'en parlais, quand j'entendais des rumeurs circuler selon lesquelles nous avions ces types, qu'ils étaient vivants, qu'ils étaient interrogés et détenus, s'ils ont livré suffisamment d'informations et s'ils voulaient faire défection, je suis certain que le gouvernement américain ou un autre pays leur offrira une vie extraordinaire. Mais ils pourraient fournir des trésors d'informations et nous continuerons de surveiller cela. Pour les services de renseignement, un seul pilote coopératif peut parfois valoir beaucoup plus qu'un entrepôt rempli de brochures militaires sur papier glacé. Maintenant, l'analyste politique iranien Rouhollah Motabir a annoncé que la Russie et la Chine avaient effectivement fourni à l'Iran un soutien précieux en matière de renseignement. Donc maintenant, les Iraniens se moquent littéralement de nous, ils rient et nous narguent ouvertement, tout en déclarant que la Russie et la Chine leur ont fourni un niveau important de soutien. Nous le savions. Nous savions que la Russie et la Chine leur avaient fourni des armes, des données satellitaires, des données de ciblage, du matériel de défense aérienne et du matériel pour drones. Et maintenant, les Iraniens disent simplement, ouvertement, au monde que oui, c'est bien ce qui se passe. La subtilité diplomatique semble avoir pris sa soirée de congé en laissant le micro sans surveillance. Donc, nous devrions croire ce que disent les Iraniens à ce sujet parce que nous savons que c'est vrai. Nous savons que la Chine a tenté d'envoyer des navires avec des fournitures spéciales afin de reconstruire leur capacité en missiles, après que nous avons détruit une partie de leur base industrielle de fabrication. Encore une fois, on ne peut pas faire confiance aux Chinois ni aux Russes. Il y a aussi des commentaires du président Donald Trump concernant l'idée que nous allons tout simplement prendre le détroit d'Ormuz. Il a déclaré que, après avoir vaincu l'Iran, qu'il décrit comme étant très gravement défait, il déclarait bientôt le détroit d'Ormuz, territoire des États-Unis. Les frontières internationales semblent pouvoir devenir remarquablement flexibles lorsqu'elles entrent dans le champ gravitationnel d'une phrase prononcée avec suffisamment d'assurance. Donc le président Trump affirme qu'il va déclarer le détroit d'Ormuz territoire des États-Unis. Évidemment, Trump dit beaucoup de choses, souvent sur le ton de la plaisanterie, mais est-il sérieux cette fois-ci? Et enfin, je veux parler de ceci. Il s'agit d'une information non confirmée. Je crois que, historiquement, cela correspond aux Israéliens et à leur procédure opérationnelle habituelle. Selon cette information, l'armée de l'air israélienne, cette information provenant de Back and Space Force, se préparait à effectuer plusieurs frappes aériennes contre plusieurs bases aériennes syriennes dans le but de détruire des avions d'entraînement remis en service, des hélicoptères et d'autres appareils appartenant à la nouvelle armée de l'air syrienne reconstituée. Cependant, le président américain Donald Trump est intervenu et a empêché les frappes israéliennes prévues avant qu'elles puissent être menées. 6 vieux avions qui ont failli déclencher un nouveau chapitre du drame régional, ce serait un hommage assez extravagant à l'aviation d'époque.
Lorsque Bachar al-Assad, qui a depuis été condamné à mort par contumace, a fui, il était parti et se trouvait en Russie. Les Israéliens sont alors intervenus et ont bombardé l'armée de l'air syrienne, l'ont détruite et ont détruit tous les avions dont elle disposait. Eh bien, depuis, la Syrie a remis certains avions en état. Elle possède maintenant quelque chose comme 6 avions au total, des MiG datant des années 1960 et 1970. Et Israël ne veut pas que ce pays, dirigé par un ancien chef terroriste, dispose de quelque capacité aérienne que ce soit. En même temps, ces 6 avions ne constituent une menace pour absolument personne dans la région, parce que toutes les autres forces aériennes de la région sont nettement plus avancées. Israël possède la plus avancée de toutes, avec des F-35, des F-16 et des F-15. L'armée de l'air jordanienne est elle aussi nettement plus avancée, avec des appareils fournis par les États-Unis. Même chose pour l'Arabie Saoudite, et ainsi de suite. Présenter cette flotte comme une révolution de la puissance aérienne régionale demanderait une imagination généreuse et peut être une machine à voyager dans le temps en état de marche. Mais cela ne me surprendrait pas qu'Israël ait prévu de le faire, parce que c'est exactement ce qu'il a fait lorsque Assad est tombé. C'est ce qu'Israël a fait à de nombreuses reprises auparavant, donc cela correspondrait tout à fait à ses habitudes. Donc, au moment où je filme ceci, le 15 août, un autre navire a été détruit, bombardé dans le détroit d'Ormuz. Nous avons un incendie d'origine inconnue qui ravage une partie de Téhéran, des drones sont dans les airs, et maintenant le sort des pilotes iraniens semble être clair. Ils ont été capturés. Autrement dit, la région a réussi à faire entrer des attaques navales, des incendies mystérieux, des drones et des pilotes capturés dans un seul cycle d'actualité, avec encore un peu de place disponible. Donc, beaucoup d'informations continuent d'affluer pendant que nous analysons la situation. Comme toujours, je continuerai de surveiller la situation. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne. Rendez-vous très bientôt.